Bonjour, bonjour. Encore une fois, le Pérou. Bonjour, bonjour. Donc, comme vous avez pu le voir certainement ces derniers jours, il y a eu des manifestations, plusieurs manifestations au Pérou, notamment en province, et puis aussi à Lima, des manifestations qui ont dégénéré dans des violences. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer? Eh bien, je vais répondre d'entrée de jeu. Nous sommes en train de vivre au Pérou une situation pré-putschiste. Voilà, maintenant je m'explique, je vais essayer de faire une vidéo assez courte pour changer. Je vais d'abord reprendre la chronologie courte de ce qui s'est passé, en tout cas en 2022. Vous savez que Pedro Castillo est sous la menace permanente d'une ultra-droite qui ne digère pas la défaite, qui est majoritaire au Parlement, et donc qui doit faire jouer avec un paysage politique adverse. Alors, la chronologie, elle est très simple. Le 9 mars, il y a eu le vote de confiance au gouvernement, c'est-à-dire si l'Assemblée validait le nouveau gouvernement, le quatrième gouvernement de Pedro Castillo en 8 mois, en 7 mois. Je vous renvoie sur les vidéos que nous avons fait sur ces sujets-là. Ça, c'était le 9 mars. Le gouvernement obtient une majorité. Donc on se dit là, c'est bon, ils vont enfin pouvoir gouverner pour tous les Péruviens et Péruviennes. Eh bien, pas de peau, quelques jours plus tard, le 14 mars, les mêmes députés, certains qui avaient voté la confiance du gouvernement quelques jours avant, votent pour débattre d'une motion de censure visant à destituer le président Castillo. Ce vote a eu lieu le 28 mars et ils n'ont pas réuni les votes nécessaires à l'Assemblée nationale. Donc Castillo a encore une fois sauvé sa peau. Je répète, 9 mars, 14 mars, 28 mars, évidemment, les élites politiques et économiques péruviennes ne vont pas s'arrêter là. Et quelques jours plus tard, le 2 et 3 avril, il y a des manifestations. Alors, tout ce qu'il y a de plus légitime, notamment des manifestations des transports privés évidemment, des bus au sein des villes ou des transports interurbains, et des manifestations des agriculteurs. Pourquoi? Eh bien, même si, comme dans d'autres pays, le prix, notamment du diesel, si essentiel pour les transports et aussi pour les agriculteurs, les tracteurs, etc., si le prix avait augmenté, la situation liée à l'opération militaire russe en Ukraine, évidemment, renforce l'incertitude et la hausse des prix, et ça touche tout le monde, ça vous touche vous, évidemment, qui nous regardez, ça touche aussi donc les agriculteurs et les chauffeurs et les camionneurs péruviens. Donc il y a eu des manifestations dans plusieurs villes de l'intérieur du pays. Alors c'était une grogne qui était là depuis quelque temps. Ces manifestations ont forcé le gouvernement à négocier immédiatement, notamment de négocier une suspension pour être plus exact, de la TVA sur l'essence et sur le gasoil, donc à la pompe, n'est-ce pas? Donc pour baisser le prix de 21%, et puis pour essayer d'harmoniser, on va dire, dans le secteur des transports urbains, d'harmoniser ce secteur. Le gouvernement réagit avec une table de négociation. Sauf que les manifestations ont pris une autre tournure avec, évidemment, la participation dans ces manifestations dans les provinces d'éléments des secteurs radicaux de l'ultra-droite et des élites économiques et politiques péruviennes qui ont fait dégénérer les manifs en émeutes avec pour conséquence des morts. Alors pas directement liés à la répression policière, donc une situation très violente qui jusqu'au 5 avril était contenue dans les provinces avec le gouvernement, donc la plupart des ministres qui ont été mandatés par Pedro Castillo pour aller négocier
avec les agriculteurs et les camionneurs et les membres des transports privés. Voilà. Sauf que cette manifestation allait se transférer à Lima, donc la capitale, 30% des habitants du pays, le centre politique, économique, la moitié de la richesse du pays est à Lima, 48% du PIB, etc., etc. Et le gouvernement de Pedro Castillo, alors, sur la base de rapports des services de renseignement qui évaluaient le risque de violence très élevé, et peut-être même plus, non, de risque de coup d'État, le président Castillo a décidé de déclarer l'état d'urgence et de confiner les gens chez eux. Alors, ça, évidemment, ça a eu en fait un effet inverse, puisque ça a énervé les gens, évidemment, d'être reconfinés. Et puis, il y a eu une communication, on peut dire, assez désastreuse. La mesure a été prise à 2 heures du matin pour la journée qui suivait. Donc, les gens se sont réveillés avec cette mesure, vous n'avez pas le droit de vous rentrer chez vous. Donc, évidemment, là, ça a été fait un peu, on va dire, rapidement, n'est-ce pas? Toujours est-il qu'il y a eu un autre contre-coup, ça a été de laisser la ville complètement à la disposition des secteurs radicaux de Lima et des secteurs de l'opposition à Pedro Castillo pour organiser une manif, ce qu'ils ont fait, bravant le couvre-feu et l'état d'urgence. Et donc, cette manifestation, alors évidemment, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac, non ? La grande majorité des manifestants n'étaient pas des vandales, n'étaient pas là pour casser, n'étaient pas là pour piller, évidemment. La plus grande partie des manifestants étaient là pour exprimer leur mécontentement par rapport à Castillo. Et ça, c'est un point important, c'est que la manif à Lima était essentiellement composée, je dis encore une fois essentiellement composée, mais c'était flagrant, des secteurs des classes moyennes supérieures et de la bourgeoisie de la capitale. Les manifestations qui se sont groupées qui se sont groupées dans le centre de Lima pour manifester leur mécontentement au président Castillo, qui était lui-même convoqué en réunion avec le Parlement. La plupart de ces manifestants venaient des quartiers aisés de Lima ou des quartiers de classe moyenne, San Miguel, La Molina, San Isidro, Miraflores. Et ce qui était frappant, c'est qu'il n'y a pas eu de grandes manifestations qui ont rejoint le centre depuis le nord de Lima, c'est-à-dire des quartiers populaires. Donc ça, c'est évidemment à noter. Et puis à noter, vous savez, en Amérique latine, il n'y a absolument rien de raciste, ce que je vais dire, mais en Amérique latine, la composante ethnique se superpose, on va dire, à la composante de classe. Et vous avez dans les secteurs, on va dire que les secteurs les plus aisés sont plutôt blancs, et plus vous descendez des secteurs populaires, et plus vous avez des personnes descendantes d'Indiens, afro-descendants, etc., etc. Et là, c'était frappant, c'était frappant. Dans ces manifestations, la plus grande partie des manifestants étaient plus blancs que vous et moi, ce qui est évidemment un indicateur, non pas ethnique, ça on s'en fout, mais un indicateur de classe, voilà. Sauf que à ces manifestants se sont agrégés des casseurs, du lumpen prolétariat, payés et drogués. Et d'ailleurs, c'était assez rigolo, comment pourrais-je dire, la différence de composante ethnique dans la manifestation. C'est-à-dire que vous aviez donc toute cette grande majorité de manifestants plutôt blancs, occidentalisés, etc. Et puis les premiers rangs qui étaient là beaucoup plus, on va dire, marqués ethniquement et donc de classe populaire. Et donc là où c'était rigolo, c'est qu'il y a eu aussi des interviews de fait de ces personnes où on voit que la plupart sont complètement drogués, arrivent même pas à parler, ou alors ce qui est rigolo, c'est qu'ils racontent qu'ils ont été payés pour venir
pour venir. Il y a eu une scène assez rigolote sur un média où on demande à une dame donc, qui vient du quartier populaire, qui vient du nord de Lima. Donc je dis bien essentiellement, il y a des gens qui sont venus évidemment à titre personnel du nord de Lima. On lui demande ah mais je vois que vous êtes venu avec votre tambour. Elle me fait oui, c'est ce qu'on m'a offert pour venir à la marche. Donc voilà, donc il ne faut pas... là par contre, la manifestation a rapidement dégénéré, très rapidement dégénéré, ce qui d'ailleurs a eu un effet sur la grande majorité des manifestants, c'est-à-dire que la plupart se sont retirés. C'est des gens qui n'ont pas l'habitude de venir marcher, ça, quand on interviewe, on voit, il fait non, c'est la deuxième fois que je viens manifester, etc. Et puis surtout, c'est des gens qui venaient en famille, donc qui n'étaient pas du tout préparés pour une bataille campale comme il y a eu à la fin de la manifestation. Autre aspect intéressant, c'est que les revendications des manifestants à Lima n'étaient pas du tout concentrées sur les revendications des agriculteurs ou des membres des camionneurs ou des membres des transports. Il n'y avait pas c'était pas du tout les mêmes revendications. Les revendications principales, c'était Castillo doit dégager, le communisme, le Venezuela, Castillo est un incapable, c'est un ignorant, c'est un âne, c'est un paysan. Il y a eu des banderoles où on demandait aux gens de Chota, donc le village rural de Castillo, de récupérer leur âne. Donc il y avait toute une composante aussi raciste dans les slogans, mais en tout cas qui se démarquait bien des slogans des manifestations populaires, légitimes d'il y a quelques jours avant cela. Alors il y a eu effectivement des violences, assez fortes violences, d'ailleurs qui au final ont donné raison au gouvernement et aux services de renseignement qui avaient prévu cela. Donc on est dans une situation, quand on reprend la chronologie, avec cette confiance du gouvernement, ensuite la deuxième motion d'impeachment, ensuite les manifestations, la violence, essayer de faire par la rue ce qu'ils n'ont pas réussi à faire ni par les urnes, ni par la voie législative. On voit bien que là, on n'est pas dans le contexte de manifestations légitimes pour un secteur de la population ou pour améliorer la qualité de vie. Ou plutôt, on n'est pas que là-dedans. Il y a une composante putschiste en ce moment et qui malheureusement va continuer. Pour deux raisons. D'une part, un sabotage en règle de toutes les actions du gouvernement par le Parlement, y compris des actions qui pourraient améliorer la qualité de vie des agriculteurs et du secteur du transport, donc qui est sabotée depuis les députés, depuis la majorité d'opposition à l'Assemblée nationale, et dont le but, là on le voit, c'est d'empêcher le gouvernement de travailler. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a des motions d'impeachment, quand il y a des votes de confiance, etc., vous avez toute une partie de l'administration publique qui se dédie à cela. Et donc qui ne fait pas ce pourquoi elle est là en réalité, c'est-à-dire améliorer la qualité de vie des citoyens. Donc c'est empêcher le gouvernement à tout prix, notamment par exemple en censurant, c'est-à-dire en destituant plus de 50 ministres en 8 mois. C'est de la folie. C'est de la folie. Alors ils n'ont pas destitué 50 ministres, mais il y a eu 50 ministres en 8 mois. Pourquoi ? Parce que le Parlement en a destitué certains, le Parlement allait en destituer d'autres, ils ont décidé de renoncer avant d'être destitués, etc. etc. Donc c'est vraiment, il y a eu aussi des remaniements ministériels dus à la pression du Parlement, des médias, des élites politiques et économiques. Bon, c'est quand même très très instable et ça ne favorise pas évidemment une bonne gouvernance. Et ça ne va pas s'arrêter. Qu'est-ce qui vient ensuite ? Eh bien, on peut penser que les manifestations, en tout cas violentes, la tentative de prise des rues,
par ces éléments putschistes qui auraient visiblement été achetés dans les secteurs des hooligans de certains clubs de la capitale de Lima. Ces manifestations, en tout cas, ne vont pas s'arrêter là, non. Puis le Parlement a décidé d'essayer de destituer le Premier ministre, tant qu'à faire, comme ça essaiera de créer une autre crise avec la composition d'un 5e cabinet, etc., etc. Et puis le gouvernement a dit qu'il allait aussi interpeller le président, évidemment en essayant de le destituer une 3e fois, pour des déclarations que celui-ci avait fait sur l'accès à la mer de la Bolivie, qui est un thème particulier dans la région Bolivie, Chili et Pérou. Voilà. Alors il n'y a rien, hein. Il n'y a absolument rien. Il n'y a aucun motif pour destituer le Premier ministre ou le président Castillo. Absolument aucun. Mais ça fait partie de cette stratégie putschiste d'empêcher de gouverner et d'essayer de détourner complètement le gouvernement sur une ligne néolibérale. Alors, là aussi, c'est intéressant parce qu'il y a une autre composante qui s'agrège, c'est la gauche la plus débile du monde. Et pourtant, dans d'autres pays, il y a de très bons spécimens, mais alors, la gauche constituée, on va dire, péruvienne, est absolument... ne sait pas où se placer dans ces différentes composantes, hein, qu'elles soient de cette gauche urbaine, petite bourgeoise néo-radicalisée ou la gauche plus de région. Il n'y a pas... Castillo et son administration n'ont pas le soutien d'un parti. C'est-à-dire que le gouvernement doit s'affronter à toute une série d'adversaires et de secteurs et n'a pas de parti, ou en tout cas de plateforme qui puisse organiser la population pour la défense de ce gouvernement, qui le soutiennent parce qu'il serait trop ci, pas assez cela, etc., etc. Et puis c'est des gens qui passent leur temps finalement à se chamailler, à se bagarrer, à essayer de placer des petits quotas de pouvoir. Et puis on commence à voir dans aussi certains secteurs plus urbains d'une gauche un peu plus social-démocrate, où là ils appellent ouvertement à la destitution de Castillo, voire à renier, pour ceux qui avaient soutenu durant quelques mois, à renier leur soutien à Castillo. Bon, les rats quittent le navire, ce n'est pas grave, ça arrive partout. Évidemment, là, il faut que le gouvernement réagisse. Alors, comment il peut réagir ? Il peut réagir, d'une part, en reprenant certaines mesures phares du programme pour lequel il a été élu. Alors là, c'était de l'analyse jusqu'à maintenant. Maintenant, je vous dis ce que je pense. Hein. Quand même là. Hop, petite coupure au milieu. Puisque la crise, en tout cas légitime avec les agriculteurs ou le secteur du transport, n'est que la pointe de l'iceberg de ce qui va s'abattre sur le Pérou, sur l'Amérique latine en général, mais sur le Pérou en particulier, puisqu'on parle du Pérou, comme conséquence de l'opération militaire russe en Ukraine. Le Pérou dépend énormément dans des secteurs stratégiques d'un seul importateur, d'un seul pays importateur. Alors les engrais, par exemple, c'est de la Russie, donc là évidemment il va y avoir un problème immédiat. Mais par exemple dans le blé, alors vous allez me dire ouais, le blé c'est pas grave, les Péruviens en Amérique latine c'est le maïs. Eh ben non, pas de peau, c'est pas le maïs. Le maïs c'est plus le Mexique. Et l'Amérique centrale, le Pérou c'est un pays de pommes de terre et aussi, en tout cas dans les villes, on mange du pain, assez bon d'ailleurs, figurez-vous. Très bon. Et donc le blé est un élément constitutif du panier de la ménagère. Or, le Pérou importe à 82% de son blé au Canada. Donc si le Canada décide de réorganiser ses exportations sur l'Europe, voire sur l'Afrique pour éviter une migration générale
des Africains suite à une famine, puisqu'ils n'arrivent pas à substituer ou s'ils ne décident pas de continuer leurs importations de blé russe, eh bien, le Pérou va se retrouver sans rien. Et oui, donc quand on regarde un peu l'économie péruvienne, il y a de très gros problèmes qui vont être liés aux conséquences économiques de l'opération militaire russe en Ukraine. Donc comme je vous le dis, c'est le haut de l'iceberg. Or, il se trouve que la plupart des mesures qui pourraient être prises, blocage des prix par exemple, alors ils ont baissé la TVA, mais maintenant si les prix continuent à augmenter, quelles ressources ils vont avoir, puisque l'État péruvien, il pourrait aussi constituer une compagnie nationale des céréales ou que sais-je encore. Mais, en fait, toutes les mesures qui supposent un protectionnisme ou un renforcement du rôle de l'État dans l'économie sont interdites par la Constitution. Et là, on revient à un débat crucial qui est le changement de Constitution. Il y a encore 60% des Péruviens qui considèrent qu'il faut aller vers une assemblée constituante. C'était une promesse, la promesse phare d'ailleurs de Castillo et d'ailleurs, il faut le reconnaître, des partis de la gauche péruvienne, la gauche traditionnelle. Et donc, cette constitution actuelle fait blocage aux mesures qui pourraient être prises pour répondre à la crise qui ne va pas tarder à s'amplifier dans les semaines et mois qui viennent. Et puis, il y a aussi un autre thème qui est aussi important. Alors, il y a aussi la nationalisation du gaz, qui est aussi un thème très important, qui pourrait être repris et qui pourrait inclure les organisations territoriales dans un projet politique commun avec l'exécutif. Et ça, c'est assez important, puisque le nouveau sujet historique qui a porté Castillo au pouvoir est complètement invisibilisé, encore et malgré la victoire de Pedro Castillo. Ce sont toutes ces organisations qui, par l'absence de l'État néolibéral sur leur territoire, ont dû s'organiser collectivement pour apporter une réponse solidaire et pour survivre, tout simplement. Je parle par exemple des soupes populaires autogérées. Je parle par exemple des ronderos, pour aller chercher aussi les vidéos que nous avions fait l'année dernière lors du deuxième tour sur les rondas campesinas. Porque las rondas son democráticas, como decía, participativas y de autogobierno. Son sostenibles entre sí mismas. Et ces organisations finalement territoriales vont bien au-delà du thème pour lequel elles se sont créées et sont des autogouvernements populaires territoriaux. Et ça, pour l'instant, c'est pas du tout organisé ni par un parti, ni par l'État, ni par l'opposition d'ailleurs, et on est dans des stades aussi un peu pré-politiques. Donc là, il y a aussi une porte de sortie si le gouvernement voulait réellement faire une alliance entre l'exécutif et les communautés organisées. Il y a une possibilité, y compris de se passer des partis infantiles de la gauche traditionnelle péruvienne. Donc évidemment, voilà, tout n'est pas perdu. Vous allez me dire aujourd'hui, Romain, tu as le sourire, tu es peut-être optimiste. Eh bien, tant mieux, nous avons besoin d'un petit peu d'optimisme avec tout ce qui s'abat sur le monde en ce moment. Voilà pour le Pérou. Je vous rappelle, au risque d'être lassant, mais il faut quand même le dire, que ces analyses eh bien, ne tombent pas du ciel, malheureusement ou heureusement. Elles sont ici grâce à vous, puisque vous êtes notre seul soutien. Les Deux Rives ne comptent sur aucun milliardaire ni aucun État pour les soutenir, donc nous faisons appel à vos contributions. Nous vous invitons à aller sur le site www.lesdeuxrives.info, de cliquer sur Soutenez-nous et de faire un apport en fonction de vos moyens et de vos envies. Voilà, je m'arrête là. J'avais dit que je serais court. À peu près. J'ai à peu près réussi. Allez, à bientôt.